Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur Live TV, votre chaîne préférée. Le Grand Talk vous reçoit pour que nous parlions encore de ce que vient de vivre la Côte d'Ivoire footballistique, la Côte d'Ivoire amoureuse des éléphants. Et c'est une Côte d'Ivoire qui, par ces moments-là, permettez-moi de le dire, n'en soyez pas choqués, doit se ressouder autour de ces garçons parce que la loi du football est parfois cruelle. Mais c'est la loi. Vous savez comment ça se passe? Eh bien... courage à tous nos compatriotes qui adorent tellement cette équipe, nous aussi, mais on va essayer d'en parler, on va essayer d'en faire un décryptage, Christelle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment ces garçons en sont arrivés là? Eh bien, Christelle, bonsoir. Quand même. Bonsoir André, bonsoir chez vous. Les premiers mots qui me viennent, André, c'est Aléa Jacques Taès. Ouais. Le sort en est jeté. Mais André, on se ressoude autour de notre équipe, mais la douleur est là. Ouais. Et les grandes douleurs, dit-on, seraient muettes. Mais aujourd'hui, on va essayer de décrypter avec notre invité Gérard Tallman, Barry et Élisée. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. On essaiera de comprendre un peu, André, ce qui s'est passé du côté des Bimpe ce soir. Les éléphants ne sont pas encore éliminés. Voilà, ma phrase est claire. En bon français, ça veut dire simplement que cette défaite, oui, elle est dure, mais pour le moment, d'un point de vue footballistique, d'un point de vue calcul, ces éléphants de Côte d'Ivoire ne sont pas encore éliminés pour une raison toute simple, c'est que le troisième tour, la troisième journée n'est pas encore terminée parce que cette troisième journée va donner son verdict avec un repêchage, le repêchage des meilleurs troisièmes. Donc, il y a encore la possibilité de se retrouver au... C'est vraiment par un trou de souris, mais attention, il ne faut pas non plus penser que tout serait complètement fini à 100%. Gérard Tallman est avec nous, il inaugure justement un moment qui va arriver justement sous forme de capsule. On va en parler évidemment sur Live TV, c'est bien sûr cette capsule qu'on va vous proposer ici même, 6 minutes sport. Oui. Pour parler de sport décrypté, dont vous êtes le visage sport de la chaîne avec Arnold Didi, on sait cela, et Christelle. Exactement, alors Gérard Tallman, on va dire pendant tout le match, il était là, très serein. Ouais. Pendant que nous, on plongeait, on était pratiquement à terre, mais essayons de comprendre. Alors on dit, André fait son entame en disant que on n'est pas encore sorti de notre CAN, la CAN de l'hospitalité, mais c'est vraiment tout petit. Alors expliquez-nous tout ça. Bon, écoute, Christelle, vous le disiez tantôt d'entrée de jeu que le sort est jeté. Oui. On va s'en remettre pratiquement au sport pour espérer que les éléphants de Côte d'Ivoire, en tout cas, puissent briser cette malédiction qui date de 40 ans, on va le dire comme ça, très clairement, parce qu'en 84, on avait gagné le premier match avant de sombrer contre l'Égypte. Là, on espère encore notre sort, il est entre les mains de l'Égypte, entre les mains du Cap-Vert, entre les mains du Ghana. Donc on va attendre tout ça, d'y voir un tout petit peu... Entre les mains du Mozambique. Du Mozambique aussi également. Ça pour ce soir. Voilà, et on espère, pourquoi pas, que les éléphants de Côte d'Ivoire pourront s'en sortir. Tel est notre souhait, notre vœu le plus ardent. Alors dans ce 6 minutes sport, tout de suite, posons-nous la question. Avant ce match, il y a eu quand même Gasset, Jean-Luc Gasset, notre coach, sélectionneur, qui a fait une conférence de presse, qui a préparé plus ou moins les choses. Il a annoncé des arrivées, etc. Comment tout cela a été vécu? Exactement. C'était donc hier au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Jean-Louis Gasset était donc en conférence de presse. Déjà, il est revenu sur le match contre le Nigeria. Il a dit, tiens, on avait un plan qui n'a pas fonctionné fort malheureusement, mais nous sommes troisième. On a notre destin entre nos mains. Il a également dit que la Côte d'Ivoire allait attaquer. Effectivement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On était dans un schéma de jeu 4-3-3. C'est dire que, voilà, on partait, on est allé vraiment à fond. Ça s'est remarqué. En moins de 4 minutes, la Côte d'Ivoire avait déjà 2 corners. C'est dire qu'on est venu avec des ambitions très offensives. Mais comme on le dit, malheureusement, ça n'a pas marché. Il avait dit aussi, là, pour le coup, ça a été un coup de com'. Il a dit que Sébastien Haller, l'attaquant du Borussia Dortmund, serait de retour. Voilà, mais malheureusement, Sébastien Haller ne faisait même pas partie de la feuille de match, en fait. Le seul qu'on ait vu, c'est Simon Adingra. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait globalement retenir de cette conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Alors justement, Gérard, si on revient dans le match, à la 30e minute, Pépé a une balle de but. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans sa tête, selon vous? Bon, déjà, pour décrypter tout ça, je voudrais qu'on
qu'on reparte un tout petit peu en arrière. C'est vrai qu'on équipe en club en ce moment, Pépé, c'est pas trop la grande forme. Il faut le dire très clairement, dans son club turc, c'est pas quelqu'un qui est titulaire en puissance. Voilà. Et puis on connaît le jeu de Nicolas Pépé. C'est quoi? C'est l'explosivité sur son côté. C'est ce qu'il a fait. Il a fait textuellement exactement ce qui lui a été demandé. Voilà. Et donc, c'est pas un finisseur en tant que tel. Quand Pépé est arrivé à Arsenal, il était en compétition avec Bukayo Saka, aujourd'hui qui explose littéralement, juste à cause de ça. Donc il est resté dans son rôle. Voilà. Et puis bon, ça n'a pas marché malheureusement. Et puis, vous parliez de Pépé, cette équipe type que la Côte d'Ivoire n'avait pas. On en reparlera tout à l'heure de toutes les façons avec nos autres invités. Est-ce que ces changements récurrents dans la compétition, tout ça aussi, le fait de n'avoir pas un socle tactique sûr, ça n'a pas joué? Moi, je dirais pas forcément, parce qu'à un moment donné, il faut opérer un certain nombre de choix qui puissent être un électrochoc, tu vois, qui va booster, qui va apporter quelque chose. Donc, c'est ce que, justement, Jean-Louis Gasset a dû faire. Il a dû faire asseoir le capitaine de l'équipe, en l'occurrence Serge Aurier, pour le remplacer par Boli. Voilà, donc on se dit, là, ça va vraiment bouger. Sur la ligne d'attaque, il a fait asseoir Crasso pour mettre Pépé. On se dit que ça, normalement, ça devrait booster le trouble des morales et puis créer un électrochoc fort, malheureusement. Il n'en a pas été ainsi. Bon, écoutez, chaque entraîneur fait un choix. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Tous les 30 millions d'Ivoiriens sont des entraîneurs. Justement, quand on a ce genre de match, il y a un match coup près, on va le dire très clairement. Et on avait espéré le gagner pour ne pas rentrer dans des calculs incommensurablement longs à l'infini, quoi, tu vois. On s'est dit, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui soit particulièrement un fan des maths, voilà, ou un fan de l'algèbre ou de je ne sais, quelque chose dans ce genre. Mais bon, c'est un choix qui a été fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais on garde espoir, somme toute. Il faut remonter très très loin pour retrouver une défaite de cette nature en match officiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Je crois nous remontons à 1970 pour voir un 6-1 qui a été infligé, me semble-t-il, par le Ghana aux Ivoiriens. 1-6-2, voilà, par le Ghana aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Mais bon, après, on a eu des séries où on a eu un 4-1 en 2008. On a eu un match amical contre la Hollande. Bon, je crois qu'on a pris... Moi, je parle vraiment en match officiel. Voilà, match officiel, ok, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment ça. Il y a eu un 4-1 en 2008. C'était face à l'Égypte. Et puis bon, voilà quoi. Mais alors, Gérard, comment est-ce qu'on arrive à mener lorsque vous prenez au niveau des corners, au niveau des balles de jeu, de la franchise vis-à-vis des buts, on arrive à marquer notre pesanteur sur l'équipe adverse et au total, on finit avec 4 buts. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? On va dire encore une fois de plus que le sort s'est acharné sur nous. D'abord, notre attaquant de Pointe-Sébastien à l'air n'était pas disponible. Voilà, Gasset l'a dit lors de la conférence de presse, il a dit, tiens, le groupe savait qu'il ne serait pas disponible, en tout cas pour les matchs que nous allons jouer. Donc, on a un déficit d'attaquants réels, véritablement, qui puissent avoir un haut niveau, un vécu au niveau international, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. On sait qu'à l'air, lui, il joue assez régulièrement la Ligue des Champions. Il en a été à un certain moment donné le meilleur buteur. Tu vois, tout ça, ça te donne un certain background. Bon, derrière, on a Christian Kwame qui est à la Fiorentina, Crasso. Bon, tu vois, il y a un petit gap quand même, tu vois. Et ça fait qu'en termes de finisseurs, on n'en a pas 2, on n'en a pas 3, et ça se fait sentir aujourd'hui. Et les 2 buts qui sont hors jeu? Oui, ben, écoute, c'est la loi du jeu. Il y a eu un but. Franchement, si le défenseur s'était légèrement un peu décalé sur le cordeau, là, le but serait accordé. Tu vois, on a crié. Je crois que c'est le but de Crasso. Le but de Crasso, voilà. Ça s'est joué à un petit cheveu, un tout petit cheveu. Bah, écoute, c'est encore le sort, on va dire ça comme ça. Oui, c'est le sort, mais voilà, le football, c'est la vie. Parfois, on a un peu plus de chance, d'autres fois, on en a moins. Mais très rapidement, pour ceux qui prendraient les calculettes, donc la Côte d'Ivoire est engagée justement dans cette opération, donc qualification, est engagée avec 6 équipes, si vous voulez. Donc la Côte d'Ivoire et 5 autres équipes, Côte d'Ivoire, Namibie, Algérie, Zambie, Ghana et Cameroun. Donc sur ces, pour que la Côte d'Ivoire, parce qu'on prend 6 qui doivent partir. Donc pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier, il faut que dans ces 5 autres équipes que j'ai citées, Namibie, Algérie, Zambie, Ghana, Cameroun et une autre équipe, Égypte, il faut que deux de ces équipes perdent. Si 2 de ces équipes perdent, évidemment, la Côte d'Ivoire serait qualifiée donc au motif de meilleur troisième, pardon. Voilà. Et donc, ça nous permettrait. Donc, il faut regarder avec beaucoup d'attention ce qui va arriver à ces différentes équipes. En revanche, est-ce que
une qualification. C'est là où c'est cette chronique de Gérard sur le 6 minutes sport peut être très intéressante. On va te poser la question tout à l'heure à Zézé Vénance, Zézéto qui est avec nous. Qui est en train d'arriver. Est-ce que le fait de se qualifier après un tel score ne va pas malgré tout créer un vrai poids, créer un vrai poids psychologique sur ces jeunes? Écoute, moi j'ai en souvenir le Portugal en 2016, justement, c'était en France, voilà, pour l'Euro 2016. Le Portugal avait terminé meilleur troisième. Et avec ce meilleur troisième-là, ils sont allés remporter l'Euro devant le pays organisateur qui était la France. Donc on se dit justement que ça peut créer un supplément d'âme. Moi, je garantis que si la Côte d'Ivoire arrivait par ce coup du sort à se qualifier, très franchement, ça va créer clairement quelque chose, quoi. On se dit que... Oui, mais en même temps, Gérard, quand on a l'impression qu'on est un peu trop fébrile et que dès qu'on prend un but, le mindset, il est down, on arrive à en prendre deuxième, un troisième... Mais ça peut être un électrochoc, tu vois. Ça peut créer l'électrochoc qu'on attend depuis. Écoutez, la Côte d'Ivoire est coutumière du fait, en fait. C'est pas la première fois. On a ce souci-là de mental, on a ce souci-là de grinta. C'est pas maintenant, tu vois. On suit la Côte d'Ivoire, on suit notre équipe depuis un bout de temps, et à chaque fois, ça a été bien évidemment comme ça. Très bien, Gérard. En tout cas, en tous les cas, on a entendu déjà ces premiers mots. C'est vous qui allez donc porter cette capsule qui arrive sur Live TV en 6 minutes sport, que vous pourrez retrouver donc à différents programmes et également dans ce programme. Et pour permettre justement aux uns et aux autres de continuer de vivre la passion du sport sur la télévision sans filtre. Nous ont rejoint deux invités, Christelle, d'un côté Zézé Vénance, dit Zézéto. Il a arboré son maillot, il n'en démord pas, il y croit toujours, je pense. On va l'entendre tout à l'heure. Il est juste à côté de lui, Arsène Okobé, qui est le directeur de la protection de la jeunesse au ministère de la promotion de la jeunesse. On va s'arrêter là. La promotion de la jeunesse, c'est tout un programme. Ils sont là parce qu'en ce moment, on ne vous a pas encore entendu parler, hein, les amis qui sont juste à côté, Christelle. On a fermé le caquet. Écoutez, les amis, ils sont là parce que Zézéto, en tant qu'ancien international, mais M. Arsène Okobé, justement pour nous parler de cette grande opération de sensibilisation à l'intention des jeunes que mène le ministère, notamment en matière de protection des jeunes, pour parler contre la drogue, contre tous les fléaux qui peuvent toucher les jeunes et les anciens footballeurs y participent. On va en parler, mais avant tout, Christelle, on ne peut pas laisser entrer Zézéto sans parler de ce que franchement. Alors Zézéto, je ne vous demanderai pas comment vous vous sentez, très mal, je le sais, mais comment est-ce que vous arrivez à expliquer cette débâcle des éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, on vient de perdre, donc c'est un peu difficile d'avoir les mots, mais je dirais que c'est une suite logique, parce qu'on n'a pas bien entamé la compétition, et moi, franchement, je ne suis pas surpris. Donc, il n'y avait pas assez de qualité quand même dans l'équipe parce qu'il manquait un capitaine, comme on dit. Ça commençait par le coach. Donc aujourd'hui, lui, on a montré un peu, parce que quand on encaisse le premier but, il attrape déjà sa tête. Parce que est-ce qu'on peut me voir? Comment on peut voir? Le coach a fait ça. Cette image-là, ça reflète beaucoup de choses. Vous, en tant qu'ancien joueur, lorsque vous voyez un coach réagir comme ça, vous vous dites c'est que les joueurs, c'est pas la peine, ils sont déjà down et le coach également. Ça prouve que depuis le début, moralement, ils n'étaient pas prêts. Parce que après 30 minutes, on prend un but, un coach ne peut pas attraper sa tête comme ça. Au contraire, il faut remotiver l'équipe. Et ce genre de gestes, ça montre un peu les lacunes du travail qu'ils ont fait depuis le début. Zézéto, quand vous dites ça, vous n'êtes pas en train de penser qu'on est éliminé. On n'est pas encore éliminé. Non, on n'est pas encore éliminé, donc, bien sûr. C'est l'électrochoc dont parlait Gérard avant que vous n'arriviez, même dans vos propos, c'est aussi un électrochoc. C'est-à-dire quand vous dites coach, il faut te reprendre, il faut te remettre justement à être celui, on va dire le vrai Pygmalion même de ces jeunes. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, et il y a moyen de le refaire si, bien sûr, il y a les défaites qui arrivent chez nos concurrents. Oui, mais bon, ça passe par le coach, comme je l'ai dit. Si le coach, déjà, il n'est pas bien moralement, ça réagit sur l'équipe. Et il nous l'a montré. Mais comme moi, je dis depuis le début, la Côte d'Ivoire n'avait pas de fond de jeu. Il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas... Moi, j'avais rien vu depuis le début. Je ne sais pas si je suis le seul, mais depuis le premier match, malgré qu'on l'a gagné, parce qu'on avait croisé aussi une équipe assez faible. C'est ça. Mais on n'avait pas vu tout ce qu'il fallait voir dans un match. C'est une suite logique pour moi. Voilà, les Guinéens-Équatoriens, il faut les féliciter. Ouais. C'était très réaliste. Ils n'ont pas forcé, ils savaient qu'ils s'étaient déjà qualifiés et ils ont joué
comme il voulait. Quoi. Alors, on n'a pas entendu nos amis? Exactement. Élisée n'a pas le sourire ce soir. Évidemment, on comprend bien. Mais Élisée, pour vous, la défaite s'est jouée à quel moment? Est-ce que certaines m'envoient des messages et me disent, dès la 30e minute, quand Pépé a tenté de dribbler le gardien, pour eux, c'était déjà ça annonçait, c'était prémonitoire de ce qui allait se passer? Bon, moi, j'irais peut-être un peu plus loin. Je vous dirais que le match d'ouverture était l'iceberg qui cachait en réalité cette nombreuse faiblesse qu'avait notre sélection nationale. C'est-à-dire que cette victoire-là laissait croire aux gens qu'il y avait cette possibilité d'aller loin. Mais quand tu regardes aujourd'hui tous ces matchs, depuis la première journée, la seconde journée, quand tu regardes un peu des pays même qui n'étaient pas des pays vraiment qu'on pouvait citer déjà même comme des pays favoris, mais quand tu regardes le fond de jeu, quand tu regardes le football développé, je pense que si on devait faire un classement logique, la Côte d'Ivoire, honnêtement, n'est même pas parmi les 15 qui ont développé un football qui soit vraiment un football chatoyant, attrayant. Pour un pays qui a la réputation d'être un pays qui a 2 étoiles sur le maillot, d'être un pays qui est considéré comme l'un des pays en termes de football au niveau africain qui compte sur le spectacle produit, un spectacle en deçà du niveau. Donc, pour moi, c'est la suite logique. Tout ce qu'on est en train de voir là, c'est la suite logique de quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Mais est-ce que vous pouvez vous-même vous imaginer qu'on rentre dans une compétition sans avoir l'ossature même des 11 entrants? On va à la CAN, personne ne pouvait vous dire à la CAN, à l'entrée de la CAN, voici les 11 entrants des éléphants. On n'avait pas de groupe, en fait. On n'en avait pas. C'est-à-dire que parce que jusque même au dernier match de préparation... Je trouve que vous exagérez un peu quand même. Non, je n'exagère pas. Jusqu'au dernier match... Non, pas du tout. Jusqu'au dernier match même préparatif, on ne pouvait pas vous dire voici les 11 entrants dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais ça se justifie. Rien qu'à avoir déjà... Le match amical face à la Sierra Leone, bien sûr, l'équipe qui a commencé était censée être, enfin, à moins que moi, vous pouvez me contredire, Barry, l'équipe qui a commencé face à la Sierra Leone était l'équipe type de Gassé. Donc cette équipe type de Gassé est la même qui le reconduit, sachant que Haller n'est pas là. Donc pour moi, il y a une équipe type. Mais après, je peux comprendre les faiblesses que vous donnez par rapport à... Je viens à vous. Gassé prend l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans quel mois? Il joue combien de mois avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour que vous puissiez dire que c'est au match de la Sierra Leone qu'il vous donne les 11 entrants? Mais tu ne peux pas avoir entraîné une équipe, tu ne peux pas avoir eu en main une équipe pendant plus de 12 mois, c'est-à-dire pendant environ 18 mois. Et c'est sur un match de préparation d'avant que tu dis que tu as une ossature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que jusque-là, tu faisais du surplace ou bien tu faisais de l'essayage. Très bien. Donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le plus dur, c'est même pas pour moi. Il se peut, et moi je reste convaincu qu'il y a de fortes chances en réalité que la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le pourcentage est très infime, mais quand on passe au second tour. Mais le problème, si on reste dans cet état d'esprit qu'on voit, excusez-moi, mais ça risque d'être encore beaucoup plus grave sur le prochain match. Honnêtement, Barry, excusez-nous vraiment, on va permettre à Zézéto de répondre à cette question avant qu'on aille. C'est-à-dire que là, on a la possibilité de se qualifier. Mais quand on sort d'un 4-0 comme ça, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces garçons, dans la tête du coach? Comment on peut repartir pour un 8e de finale quand on a perdu 4-0 face à son public? Et on est qualifié. C'est difficile, c'est difficile. Vous avez vu les images vous-même. Il y avait le jeune Kwame Christian qui était déjà complètement à terre, qui pleurait. Bon, il savait que les chances étaient minimes. Voilà, là, on est mort, là. Pour vous, on est mort. Oui, parce que là, on a encaissé trop de buts. On a encaissé trop de buts pour pouvoir espérer être 3e. Ouais. Donc, ça fait la différence. Voilà, je crois qu'il y a le Cameroun qui a 1 point, il y a l'Algérie qui a 2 points, il y a l'Égypte qui a 2 points. Ces grosses équipes-là, forcément, elles vont gagner. Il en faut 6. Elles vont gagner, voilà. Donc, si elles gagnent, on est en difficulté. Aujourd'hui, le mieux qu'on pouvait faire, c'était de faire match nul, en espérant continuer. Même si on continuait la suite, vu le fond de jeu, peut-être même qu'en 8e de finale, on allait sortir. C'était un peu compliqué quand même. Barry, la défaite d'aujourd'hui était-elle prémonitoire selon vous? Depuis le premier match, comme je le disais, c'était annonciateur. Si vous vous souvenez de notre émission du vendredi dernier, aux invités qui étaient là, j'avais dit qu'il ne fallait pas prendre l'équipe de la Guinée équatoriale à la légère. Parce que pour moi, pour les avoir vus jouer, j'avais dégagé 3 constats. C'est une équipe. Quand j'ai dit une équipe, Zézé a joué au football. Moi, je ne suis pas footballeur. Il sait c'est quoi une équipe. La solidarité, la cohésion, la complémentarité des joueurs. Et c'est un groupe qui vit ensemble depuis au moins 2-3 cannes. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils jouent technique. Les milieux de terrain équato-guinéens, c'est des milieux de terrain typiques espagnols, qui jouent sur une touche de balle, qui ne cherchent pas à émerveiller la foule, qui joue efficace.
Et aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble du match, pour moi, il y a eu 2 constats majeurs. Il y a une équipe qui est la Guinée équatoriale et il y a une somme d'individualité qui est l'équipe de Côte d'Ivoire. À aucun moment, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a joué en équipe. Si vous voyez, la plupart des occasions que la Côte d'Ivoire s'est créée net début, c'est sur une longue passe, soit d'Indika ou de quelqu'un d'autre. Oui. Ou bien, à la limite, un débordement de Diakité. Mais toutes les balles que Diakité reçoit, c'est soit sur un changement d'aile, un jeu long. Rarement, les milieux de terrain ont été capables de porter le ballon et de libérer un coéquipier qui est démarqué. Et quand vous prenez, Zézé a touché quelque chose tout à l'heure, c'est l'attitude du coach. À 1-0, il a déjà la tête baissée. Vous êtes le manager, vous êtes censé mener vos hommes. Et si une unité de l'armée va en guerre, que le commandant d'unité pleure alors qu'il voit l'adversaire en face, vous voulez que les sergents ils fassent quoi? Ils vont pleurer. Donc quand vous voyez, et il y a aussi cet élément-là, on ne peut pas gagner une compétition sans un numéro 9. C'est difficile. On n'en a pas. Parce qu'il y a des occasions nettes début. Sur ce côté, je ne peux pas trop en vouloir à Gassi. Pour moi, ces joueurs-là, c'est des joueurs de haut niveau. Quand je vois l'occasion que Christian il rate, c'est des faits de match. Tu rates ça, tu vas me prendre derrière. Et quand vous remarquez bien, Pépé, il rate son occasion. Les Équato-Guinéens, ils ont leur occasion. Nsoué, il la met au fond. Ils sont très réalistes. Ils ont été très réalistes. Après, quand Christian il rate, ils ont le coup franc, le gars il loge dans la lucarne. Ça, c'est le football. Maintenant, Gérard a parlé du Portugal. Je veux bien être confiant comme lui, mais je veux dire que le Portugal, en 2016, ils ne perdent pas. Ils font 3 nuls. Ça veut dire que mentalement... Puisqu'il faut avoir ne serait-ce qu'un peu d'optimisme. Non, je comprends. Mais au-delà de l'optimisme, excusez-moi, au-delà de l'optimisme, ce que vous ne pensiez pas, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire puisse perdre 4-0, d'autres équipes peuvent aussi perdre. C'est à un moment aussi, il faut être un peu, j'allais dire, scientifiquement cohérent. C'est-à-dire que ce que la Côte d'Ivoire vient de vivre peut arriver à l'Égypte, par exemple, peut arriver au Ghana. C'est un match. Et donc, à ce moment-là, peut arriver au Cameroun. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un autre... Et cette probabilité-là, malgré ça, moi je me dis, et Christelle, c'est la question qu'on pose, quel sera l'état mental de ces jeunes en 8e et de finale éventuellement? Si toutefois on passe. Alors Zézéto, justement, cette question vous revient. Si on passe, et on prie Dieu qu'on passe, si on passe, avec quel mindset on attaque les 8e de finale? De l'entraîneur jusqu'au dernier. Il faut changer complètement d'attitude. Parce que quand vous voyez les 3 matchs, on a joué au même rythme. Au même rythme. Sauf si ce dernier match où on a eu quelques occasions. Et là, vraiment, comme il a dit, il manquait vraiment un numéro 9. C'est ça. Voilà. On avait besoin d'aller vraiment là parce qu'il y a beaucoup de ballons qui sont venus dans la surface, il n'y avait personne. Mais si on passait les 8e de finale, il fallait changer complètement de mentalité. Il fallait que les joueurs, spécialement, moi je parle des joueurs parce que le coach, il peut, malgré tout, il peut tout dire, mais arriver sur un terrain de foot. Mais comment justement pour un joueur, on arrive à changer de mindset sur le terrain pendant qu'on est mené, prendre la balle, courir, enfin se débattre et montrer qu'on a un esprit guerrier? Quand vous jouez, c'est 90 minutes. Même à 2 minutes de la fin du match, on pouvait même égaliser les 4 buts. C'est déjà arrivé. Donc il faut se mettre tout ça dans la tête pour être sur le terrain. Après, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils étaient, avant ou au début, ou même en début de compétition. Mais là, quand tu vois toute la compétition, on sent vraiment que mentalement, ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien parce qu'on ne peut pas jouer au même rythme pendant 3 matchs comme ça, ce n'est pas possible. Vous avez vu, excusez-moi, vous avez vu la Mauritanie? Oui. Ils ont fait leur dernier match là. Ils ont perdu, mais avec les armes à la main. Parce que la deuxième mi-temps, ils ont pris toute la deuxième mi-temps à leur compte. Ils ont eu des occasions, ils n'ont pas eu de chance par contre. Mais c'est ça qu'on voudrait voir chez les éléphants. Mais on n'a pas eu ça du tout ça. On était mené 2-0, on a joué au même rythme. On était mené 3-0 au même rythme. Et jusqu'à ce que le match finisse. Mais on ne peut rien espérer. C'est dommage de dire ça, mais voilà. Barry? En fait, j'ai 2 images pour vous montrer un peu le malaise. Après le 2-0, le coup franc, vous avez vu le visage des joueurs, ils sont abattus. La dernière fois, le Cameroun encaisse un 2e but. Automatiquement, il y a un joueur qui prend la balle, il la place au centre. Il dit à ses coéquipiers, allons-y. Ils ont eu un but. Et ils étaient à 2 doigts de revenir à 2 buts partout avec Nkoudou. C'est la différence. Ils ont encaissé le 3e but sur la relance. Le défenseur central Boli s'est retrouvé avec 2 Équato-Guinéens, lui seul, sur une relance. Ça veut dire que les joueurs n'ont même pas, tous les joueurs n'ont pas eu le temps de passer de l'autre côté. Voilà. Ils étaient encore dans le but. Vous reviendrez en 2010 à la CAN, le match d'ouverture Angola-Mali. L'Angola mène 4-0. Seydou Keita et Frédéric Kanouté remobilisent leurs coéquipiers.
Le match n'est pas terminé. Les Maliens ont remonté les 4 buts en 10 minutes. Donc, ça veut dire que c'est ici qu'ils ont perdu le match. Est-ce que sur ça, on a eu un gros débat, et peut-être qu'après Gérard et vous, on aura le temps de vous donner la parole à M. Okobé. Est-ce que, culturellement, les Ivoiriens n'ont pas un problème de mental? Côte d'Ivoire 84, 2005, le Cameroun nous fait dormir à 19h ou 18h. Et là encore, 2010, le but de Kader 2010, le but de Kader face à l'Algérie. Est-ce que finalement, vous qui êtes footballeur, vous ne pensez pas que culturellement, dans notre culture footballistique, on a un vrai problème face à la pression? C'est possible, parce que même dans la vie normale, on est tous comme ça un peu. Les Ivoiriens sont un peu émotifs. On réagit à petit trop. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu les autres matchs. L'Égypte était menée. À chaque fois qu'ils étaient menés, ils ont su réagir. Ils ont su réagir. Le Sénégal, c'est pareil. La Guinée, c'est pareil. Mais nous, à chaque fois qu'on est mené, on a du mal à réagir. Et toutes les équipes réagissent sauf nous. C'est pour ça que je dis on joue toujours au même rythme. Parce que quand tu es mené, ce n'est plus le même rythme. Tu dois imposer ton rythme à l'adversaire. Parce que tu es mené. En même temps, quand on dit ça, comment on passe justement? Comment l'Ivoirien, peut-être qu'Élysée ou Gérard également vont réagir, comment on passe à être down, baissé, découragé sur un terrain et remonter comme les autres équipes? Parce que le match, tant qu'il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. On peut mettre des buts, comme le Mali l'a fait, tel que Barry le racontait. Pourquoi est-ce que nous, on est toujours dans le passé alors que le présent se passe là? Gérard d'abord. Bon, écoutez, tout à l'heure, Barry a mentionné le Cameroun. C'est vrai qu'ils ont, eux, cette culture-là. C'est vraiment de véritables guerriers. Bon, peut-être aussi que le pseudo de l'équipe, il joue un rôle, je ne sais pas. Bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations un tout petit peu mystiques, etc. Mais je me souviens qu'il fut un moment où le Cameroun a fait venir des psychologues au sein de leur équipe nationale. De vrais psychologues qui sont venus pour booster le moral, pour savoir un peu quand ça ne va pas, quelle est l'attitude qu'il faut avoir. Peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je me dis peut-être que c'est le moment, pourquoi pas, de faire intervenir des psychologues au sein de l'équipe nationale. Je ne sais pas, peut-être que là, je le dis, on est ici en train de trouver une piste de solution. Vous allez me dire que ma transition n'est pas belle, mais bon, profitons-en pour parler avec le directeur de la protection de la jeunesse. Mais justement, les footballeurs, c'est des jeunes, il faut les protéger. Ils sont fébriles d'un point de vue mental. Peut-être qu'on met en place des choses. Et on en parle rapidement, parce qu'on n'aura pas assez de temps pour terminer cette émission. Vous êtes avec Zézéto, dans le cadre d'une opération qui est une campagne de sensibilisation vis-à-vis des jeunes en marge de la CAN, concernant un certain nombre de fléaux, etc., etc. Mais déjà, là, avec la défaite d'aujourd'hui, on va dire que ça peut libérer le mauvais côté des jeunes. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller sombrer dans la colère, dans l'alcool. Justement, on va profiter de parler de ça avec vous, Okobé Arsène et Zézéto. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes, là, en ce moment, pour essayer de les amener à être un peu plus raisonnables? Merci. Effectivement, cette campagne de sensibilisation a été lancée par le ministère de la Jeunesse avec la contribution des footballeurs, dont Zézéto qui est sur le plateau, et bien d'autres qui sont également sur certains sites pour délivrer des messages de sensibilisation. Et ce que nous avons vu, c'est que généralement, lorsqu'il y a ce genre de compétition, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de déviations comportementales qui peuvent survenir, soit peut-être qu'on célèbre excessivement certaines victoires, ou alors, comme c'est le cas aujourd'hui, quand il y a une défaite, on sombre un peu dans... Il faut exprimer sa colère. Voilà, et puis on peut se réfugier, comme vous l'avez dit, dans l'alcool, la drogue, voilà. Et donc le message est le même, c'est de dire aux jeunes, avec l'accompagnement de nos footballeurs, leur dire que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans tous les cas, on doit garder la ligne. Et après une étape de la vie, il y a une autre étape qui suit toujours. Et donc, le message qu'on leur donne, c'est d'avoir la tête sur les épaules, essayer un peu de nuancer les situations et puis avancer dans la vie. Alors, est-ce que ce message-là passe dans... Enfin, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu de grosses défaites avec 4 points, enfin 4 buts comme ça, mais on a perdu face au Nigeria 1-0. Là, encore, c'était digeste. Mais là, c'est 4-0. Zézéto, justement, comment on arrive
à calmer ou à leur dire, c'est vrai qu'on a perdu, on a pris 4 buts, qui pourraient ne pas s'expliquer, mais comment rester zen, calme dans ce moment difficile? Bon, je pense que là, ça va être un peu difficile de les calmer. Voilà, là, c'est un peu trop tôt, on va dire. Ils sont même déjà calmes aussi. Hein. Ouais, mais vous connaissez l'Ivoirien. L'Ivoirien, il passe de l'autre bout à l'autre bout. Donc, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Après, je pense qu'on est tous des Africains. C'est ça. Donc, forcément, un Ivoirien doit avoir un pays voisin qui supporte. C'est ça. Et puis, voilà, ça va continuer. Et puis, ça va drainer du monde. Et en ce moment, on va profiter pour passer des messages aux jeunes. Justement, vous allez profiter pour passer des messages, mais puisque vous avez la parole, profitons-en pour vous poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites dans cette campagne avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique? Qu'est-ce que vous dites précisément? Là, vous venez de Koumassi, c'est quoi? Vous dites quoi aux jeunes? Parce que vous craignez qu'ils sombrent dans quoi précisément? Tous les fléaux possibles, c'est-à-dire la drogue, les grossesses en milieu scolaire, l'immigration. Et tout ça, donc on fait passer ce genre de message, puisque nous-mêmes, on vient des quartiers populaires, où on a vécu des moments difficiles aussi. Donc je pense qu'on est bien placé, on est des exemples quand même on va dire de réussite en guillemets, pour pouvoir passer ces messages-là. Et puis on a été des footballeurs, voilà, qui ont été en guillemets aussi des stars. Donc c'est plus facile pour nous, et puis pour les jeunes, pour qu'on puisse discuter avec eux. Donc, c'est ce genre de message-là qu'on passe et pour faire la proximité. Pour un jeune, c'est très bien. Il est content de voir Kadek Keïta, il est content de voir Zokora Maestro. Lui passe les messages. Qui lui passe les messages. Il est content de voir. Il profite en même temps. Peut-être qu'il y a des jeunes qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont jamais vu Maestro, Zokora, Kadek et tout. Donc, c'est ce moment-là, on partage tous ensemble et on profite pour sensibiliser, passer des messages en même temps. Christelle, permettez une courte question quand même à M. Arsène Okoubé. Pourquoi le sport, finalement, vous êtes la direction de la protection de la jeunesse. Le sport représente quoi, justement, comme terreau pour pouvoir porter des messages et tout ça? Oui, vous avez remarqué que le sport, il est fédérateur, il rassemble vraiment un monde important, et surtout les jeunes. Parce que ceux qui s'intéressent plus au sport, c'est d'abord les jeunes. Déjà, notre pays est constitué pour les 3/4 de jeunes. Donc voilà. Ce sont des moments qui mobilisent beaucoup de jeunes et nous pensons que c'est une lucane importante pour permettre donc à des personnes connues, des visages connus, de faire passer des messages. Et on sait aussi que l'Ivoirien, il a quand même cet humour, il a cette façon de pouvoir dédramatiser les choses. Vous vous rappelez que sur les réseaux sociaux, même lorsque nous avons perdu le second match, il y a un groupe de jeunes qui a commencé à danser et tout. Voilà, on n'a pas gagné, on s'en fout. Voilà. Donc, je pense qu'on va également franchir cette étape. Élisée? Je voulais juste poser une question. Cette activité-là, elle se fait où exactement? Quels sont les quartiers? C'est dans les quartiers populaires, quels sont les endroits que vous avez sillonnés? Quels sont éventuellement les autres endroits où vous irez? Et comment ça se fait? On vient, on dépose un podium et puis on invite les jeunes pour leur parler. On veut un peu comprendre ça se passe. L'opérationnalité. L'opération se passe déjà à Abidjan. Donc, on a commencé déjà à Abidjan dans tous les villages Cannes. Voilà, dans tous les villages Cannes. Et puis après, on va s'exporter à l'intérieur du pays, dans les villes qui accueillent la Cannes et les villes voisines qui font des villages Cannes aussi. Donc on a Yamsokro, on a San Pedro, on a Korogo, on a Boaké, Ferké, Daloa, et puis voilà. En tout cas, là où il y a beaucoup de rassemblements autour de la Cannes, etc. Donc je pense que c'est un moment de... Il faut bien commencer quelque part. Donc ça, par rapport à la Cannes, ça tombe bien parce que ça regroupe beaucoup de jeunes. Donc on profite et puis on espère que ça va continuer. Même après la Cannes aussi, on va continuer. Alors, M. Okoubé, est-ce que vous êtes satisfait déjà de tout ce que vous avez commencé à faire? Quels sont les indicateurs qui prouvent que ce que vous faites marche et que les jeunes écoutent votre message? Surtout, écoutent les anciens. Voilà. Oui, ce que je voudrais déjà préciser, c'est vrai qu'il y a les ex-footballeurs internationaux qui interviennent sur les thématiques, mais vous savez que le gouvernement a mobilisé 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires voilà, qui sont également sur le terrain. Donc, ce que font les footballeurs internationaux, c'est d'amplifier un peu, de soutenir en tout cas les messages que délivrent déjà les bénévoles dans ces différentes localités du pays. Et comme il a indiqué, c'est surtout
dans les villes qui abritent la compétition et puis d'autres villes environnantes et puis voilà, satellites également. Très bien. Et je pense que, comme il a indiqué, lorsque le public, parce que dans chaque village CAN, il y a quand même tout un dispositif qui permet en tout cas à ces personnes de s'exprimer. Donc, quand on voit une ancienne gloire monter sur le podium et puis livrer un message, évidemment, forcément, ça attire quand même l'attention de la jeunesse qui est mobilisée. Donc, je pense que le message passe plus facilement. Et surtout, que c'est en début de match. Voilà, en début de match que les messages sont passés. Avant qu'on arrête tout ça, allons-y pour... Est-ce que tu dois parler de pronostic? Est-ce que vous... on va commencer peut-être par Gérard, et allez, comme ça on va terminer après sur Zézeto, Christelle. Bien. Qu'est-ce que tout le monde espère? Comment vous voyez la suite? Éléphant sorti ou pas? Comment vous voyez les choses? Avant de faire la pause. On va commencer par Gérard, bon, oui. Écoutez, franchement, je ne sais pas, j'ai pas de grand Lancez-vous, espoir. Gérard, c'est ça. J'ai vraiment pas de grand espoir. Voilà. Donc, Mais je assumez me dis- votre façon de voir. Les Ok, éléphants je l'assume. Pour moi, les éléphants sont éliminés. Pour vous, les éléphants sont éliminés. Barry? Je suis sur le même pied que lui. Je ne vois pas comment c'est le destin, en fait. J'ai bien commencé par dire Alia Je suis quelqu'un de foncièrement positif. Oui. Depuis le début, j'ai cru en cette équipe malgré tous les doutes. Mais là, c'est plus fort que moi. Je ne vois pas comment il passerait avec le score. Bon, moi, je vais surprendre tout le monde, mais je pense, au regard de ce que j'ai sous les yeux ici, Oui. sur le classement des troisièmes, pour l'heure, par exemple, on a la Côte d'Ivoire qui a 3 points moins 3, qui vient déjà en première position. On a la Namibie 3 points moins 3. On a la Zambie 2 points 0, plus 0. Algérie 2 points plus 0. Le Ghana 1 point moins 1. Et le Cameroun 1 point moins 2. Donc, en regardant ça avec les derniers matchs qui restent, qui sont des chocs, je pense que la Côte d'Ivoire a une infime chance quand même de passer. C'est possible, quoi. D'aller au 8e tour maintenant, c'est au 8e de finale, on verra la suite. Votre pronostic? Bon, moi, je suis toujours positif dans la vie. Parce que je me dis, tant qu'on n'a pas les résultats finaux, voilà, on ne peut pas dire qu'on est éliminé du coup. Voilà, parce que ce qui nous est arrivé peut arriver également à d'autres équipes. Et donc, on attend vraiment que tous les matchs programmés soient joués pour la dernière journée. Puis bon. Évidemment, la réponse de Zézeto est très attendue. Zézeto. Ça sera un peu compliqué pour la Côte d'Ivoire quand même de passer, vu les équipes qui ont besoin de points, comme le Cameroun, l'Algérie, même la Zambie. Tout ça, c'est des grosses équipes qui ont besoin de points. Donc, pour moi, ça va être un peu difficile. Mais comme on dit toujours, c'est sur le terrain tout se passe. Ouais. Donc, on verra bien ce qui se passe. Si la Côte d'Ivoire passe, tant mieux. Tant mieux. Très bien, merci Christelle. Oui, merci à vous d'être venu. Merci. Vraiment, je sais pas. Je suis pas découragé, mais bon, c'est pas évident. Christelle, Non, mais c'est une attitude normale d'être déçu, pas découragé. Mais après les propos de Zézeto, Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, André, moi j'y crois. moi Tiens. aussi. Moi jusqu'au bout. J'y crois, je sais pas. Ouais, mais j'y crois. André, il balance beaucoup. Je sais pas. Non, mais j'y crois. Parfois, il n'y croit pas. Non, mais lui, Ensuite, il y croit. Zézeto, il joue sur mon moral, mais bon, après. On dit découragement n'est pas ivoirien. Si on n'avait pas ces grosses équipes, Voilà. je pense qu'on avait une chance quand même. Très bien. Jusqu'au bout, c'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est un parcours de vie et puis bon, j'espère qu'ils vont prendre les leçons. On y croit jusqu'au bout. À tout de suite. Eh bien, on dit que le football, c'est fait pour mettre de la joie dans les masses, pour créer de la cohésion dans les sociétés. Évidemment que même quand on perd, c'est un moment aussi de réflexion. On se dit, est-ce qu'on a fait les choses convenablement? Quels sont les points qu'on pourrait toucher pour améliorer vraiment nos pratiques? Et donc, deux enseignements qu'on va essayer de tirer, et toujours avec Gérard Tellman qui est là pour parler de sport. Et puis, on a un invité qui nous rejoint. C'est un homme politique, c'est intéressant. Justement, quand il y a des moments comme ça, comment les politiques réagissent, quel peut être son avis? Il nous vient d'un pays voisin, mais quand même, il pourra se prononcer sur toute cette affaire et parler de son bouquin. On en parlera avec lui. Il s'agit de honorable Innocent Kagbara, c'est cela? Kagbara, voilà. Vous êtes député togolais, président du Parti démocratique panafricain au Togo. Et vous nous rejoignez pour nous présenter votre œuvre, Ma vision malaisienne pour un patriotisme. Ma vision 2050. Voilà, ma vision 2050, expérience malaisienne, voilà, pour un patriotisme, panafricanisme, le panafricanisme encore, qui revient ici. Mais comme André l'a dit, on va revenir au foot pour essayer de tirer un peu les... Voilà. Bon, allez,
On va se donner un peu On d'espoir. va se remonter, voilà. On va se remonter, les amis, chers Ivoiriens. Vous connaissez ce qu'on dit, notre slogan, c'est que découragement n'est pas ivoirien. Ouais. Voilà. Donc, partons de ce postulat-là pour nous remobiliser, c'est très important. La Côte d'Ivoire a connu ses années de gloire. 2015, on remportait notre deuxième et dernier trophée pour le moment, en tout cas. On espère que dans les années à venir, pourquoi pas, nous aurons l'occasion de remporter d'autres trophées. Mais pour cela, il va évidemment nous falloir être assez pointilleux sur notre formation. Très bien. Gérard, pour rester avec vous, est-ce qu'on peut regarder un peu, parce que c'est pour ça qu'on voulait continuer, et puis après on va parler avec l'honorable, comme on dit chez nous ici, Innocent Kabara. Et dites-nous, quelle est la situation de nos adversaires dans cette quête de la 3e place? Est-ce qu'on sait un peu, et on va parler de ça avec nos camarades, sûr, ouais. Quelle est la situation du Ghana qui va commencer à jouer dans un instant, la situation de l'Égypte, on va penser à la Namibie et aux autres qui peuvent nous ravir à cette 3e place? Quelle est leur situation qui pourrait nous donner un peu d'espoir? D'accord. Pour le moment, le Ghana ne justifie que d'un tout petit point. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, bon, allez, le match a déjà commencé là. Donc là, il va falloir vraiment serrer, comme on dit chez nous, en espérant qu'il n'y ait pas de vainqueur. L'Égypte a 2 petits points. Donc pour le moment, sur ces 2 adversaires-là seulement, la Côte d'Ivoire est susceptible, je dis bien encore, susceptible de passer. Parce que là, ça se joue à des détails extrêmement importants. Donc la Côte d'Ivoire a 3 points moins 1. Ouais. Voilà, 3 points moins 1. Je crois que moins 2 ou moins 1 Moins 2. Moins 2, on a gagné 2-0, on a perdu moins 3. On a moins 3 même. Moins 3, voilà, c'est ce que je disais. Donc 3 points, moins 3. Ouais. Voilà, donc l'Égypte a 2 points, puisqu'ils ont fait 2 matchs nuls. Un match nul. 2 matchs nuls. Ouais, 2 matchs nuls, voilà. On avait qui encore là on a par exemple le Ghana. Le Ghana, c'est juste un seul petit point. Moins 1, tu vois. Donc, le Cameroun, 1 point moins 2. Voilà. La Namibie, 3 points moins 3. La Zambie, 2 points plus 0. Et puis l'Algérie, 2 points plus 0. Voilà. Donc on a un peu de chance. Oh, il y a un peu de chance. Très bien. Et pourquoi, quand vous dites on a un peu de chance, allons-y sur des choses très factuelles. Okay. Quelle est la situation de ces équipes-là? Le Ghana, par exemple, va croiser, là, à l'instant, le match a débuté au Stade Félix-Houphouët-Boigny, plutôt à Ebimpe, le Mozambique. Et sur ça, on ne donne pas cher de la peau des Mozambicains, quand même, face au Ghana. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça, Élisée? Non, mais je pense que c'est totalement se tromper que de dire ça. Parce que depuis le début de la compétition, on se rend compte qu'effectivement, le slogan d'il n'y a plus de petite équipe en Afrique est une réalité. Quand on voit la prestation de la Mauritanie hier, quand on voit même la prestation de la Tanzanie, c'est vrai même qui est arrivé à battre, je me souviens pas. Il fait match nul face à la Zambie ou je crois que voilà, la Zambie, quelque chose. Oui, c'est ça, Tanzanie, Zambie. Quand vous regardez la production qui a été faite, même face l'Afrique du Sud, même avec ça n'a pas été aussi Namibie. C'était un 3-0. Oui, 3-0, mais quand tu regardes la physionomie du match, tu vois que vraiment c'était intense. Donc aujourd'hui, on ne peut pas de facto dire que c'est vrai. Comme je le dis, sur l'historique, on peut considérer que le Ghana n'a pas favori. Mais la réalité du tapis vert, depuis le début de la compétition, nous a montré que voilà, ce n'est pas forcément une évidence. Donc le Ghana doit trimer pour effectivement avoir gain de cause. Rapidement, pour rebondir dessus, très rapidement, c'est vrai que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a de grosses surprises. Il y a le Cap-Vert. Imaginez-vous que le Cap-Vert est le premier pays qualifié pour les 8e de finale. Franchement, on nous aurait dit au début de cette compétition que le Cap-Vert serait le premier pays qualifié quand on sait qu'il y a des ordres comme le Sénégal, comme l'Égypte, etc. On ne croirait pas. Enfin, la Côte d'Ivoire est un ordre. Bon, enfin. Et le Cap-Vert devient premier dans une poule constituée du Ghana et de l'Égypte. Bien sûr. Ça, c'est fort. Alors Barry, c'est vrai qu'en ce moment, les Ivoiriens, on a chaud, on a froid, on transpire, même en plein climatiseur et tout. Quelles sont nos chances minimes avec tout ce que Élisée vient de nous décrire? Oui, les chances. Vous essayez de nous donner nos chances, mais regardons ce qui peut se passer dans la poule où il y a le Cameroun, où il y a le Sénégal, parce que déjà on a un choc Cameroun-Guinée qui peut créer quelque chose. Et de l'autre côté, on a Gambie-Cameroun. La clé de cette poule pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier, c'est que la Gambie accroche le Cameroun. Ça, c'est la seule issue. Mais est-ce qu'on peut espérer d'avoir ça? Vu que le Cameroun a montré depuis le début de la compétition, je pense que c'est possible. C'est un match de foot, on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Mais pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une chance, il faut que soit le Ghana et le Cameroun, chacun d'eux passe à la trappe. Là, déjà, on n'a plus besoin d'attendre les autres matchs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas deux troisièmes dans ces poules-là. La poule B et la poule C. Même sur la Gambie, parce que là, en ce moment, la Gambie a 0 point. C'est ça. Mais si la Gambie bat le Cameroun, sachant que la Gambie a perdu
face à la Guinée. C'est ça. Ils ont moins Et 4. face au Ils ont moins Sénégal. 4 face au Sénégal. Donc il faut qu'ils gagnent pour rattraper leur goal à virage par rapport à la Côte d'Ivoire qui a déjà moins 3. Okay. Donc un match nul, ça fait les affaires. On a dit tout ça, monsieur le député Innocent Kagbara, pour essayer de nous donner un peu de baume au cœur. Mais vous, très rapidement, avant de parler de votre ouvrage, on va vous poser la question. Un homme politique qui assiste comme ça à une tristesse de son peuple doit quand même essayer de réagir. Comment on fait? On essaie de se donner du courage. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pour habitude de dire que notre meilleur allié, c'est le temps. Ouais. Et très souvent, on a des échéances, on se précipite, on va à gauche, à droite, parce qu'on a des échéances. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas de politique à moyen long terme? On peut le faire. Les Sénégalais l'ont fait. Maintenant, ils ont le résultat. Les Algériens, même si l'équipe n'est pas séduisante, mais ils sont quand même à un bon niveau. Les Marocains. Voilà, les Marocains. L'exemple le plus illustratif, c'est les Marocains. Donc, on développe aussi bien les infrastructures, le championnat national, et on fait venir des gens de l'extérieur, même s'ils ne jouent pas. L'équipe est capable, si on vous alignez les locaux dans un certain nombre de pays, vous pouvez avoir 3 équipes A. Innocent Kagbara, c'est bien beau, ça c'est le politique qui parle comme ça, mais le peuple veut la victoire là maintenant. Non, il n'y a pas de victoire sans effort. Si vous n'êtes pas séduisant, vous allez le payer cash. Il n'y a plus de petites équipes. Est-ce que vous pouvez dire qu'une seule équipe des 24, c'est une petite équipe? Non. Si vous rentrez sur le terrain en pensant que c'est une petite équipe, ce qui va arriver va arriver. Ben, c'est ça. Ben voilà. Et ça arrive, ça fait mal. Alors, essayons de nous donner du courage pour regarder votre vision 2050. Oui. Expérience malaisienne pour un patriotisme panafricaniste. Pourquoi l'exemple de la Malaisie devrait inspirer l'Afrique? Oui, bon, c'est vrai que si vous faites la critique, on peut trouver des pays comme le Botswana, comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, qui peuvent être le Rwanda, justement. Mais nous avons été... Pourquoi on part si loin? Oui, on part si loin parce qu'on avait pratiquement le même niveau de développement. C'est vrai, nous pouvons parler du Rwanda, mais ce n'est pas la Malaisie. La Malaisie, c'est un véritable dragon. Ça veut dire que si l'on fait, nous aussi, on peut le faire. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas sérieux en Afrique. C'est-à-dire? On n'est pas sérieux. Pourquoi vous dites qu'on n'est pas sérieux en Afrique? Non, on n'est pas sérieux. On s'amuse. Et puis, quand il y a des échéances, on court à gauche, à droite. Quand les échéances finissent, voilà. Donc... Élysée, là, il est tout en train de bouillonner, là. Non, que ça soit dans tous les domaines. C'est comme ça qu'on procède. Dans tous les domaines, quand il y a des échéances, on court. On devient sérieux pour un temps. Et après, on replonge dans nos travers. Élysée. Oui, honorable, moi j'entends ce que vous dites, hein, et ça a été toujours le discours servi par les opposants quand ils ne sont pas encore au pouvoir. Mais quand ils sont au pouvoir, on sait que ce même manque de sérieux là, les caractérise et on y va. Pour vous, c'est quoi la recette en fait? Pour qu'on parvienne véritablement à avoir cette attitude de sérieux qu'il faut pour pouvoir être ce dragon que vous, comme la Malaisie? Non, on a une responsabilité historique. Nous, on ne veut pas nous enrichir. Quand vous avez été, quand même, vous avez touché l'argent jeune, vous avez d'autres valeurs. C'est pour ça que je vais développer en disant, vous pouvez gagner des élections, mais si vous n'avez pas une volonté, si vous n'avez pas une vision pour votre pays, si vous n'avez pas des valeurs, vous ne pouvez pas développer votre pays. Certes, vous avez gagné les élections parce que le système partisan que nous avons hérité depuis les indépendances, ça favorise des gens que les gens connaissent. On vote. À quoi sert le vote dans un certain nombre de villages où les gens ne savent même pas ce qu'on appelle un programme de société? À quoi sert le vote? Ça veut dire ceux qui ont de l'argent vont toujours gagner ou ceux qui ont des relations vont toujours gagner? Mais justement, on aura qui la faute? Vous Mais êtes c'est un parti système politique. partisan qu'on a hérité depuis les indépendances qu'il faut changer. Est-ce que nous voulons toujours de ce système? Est-ce que nous voulons toujours nous battre? Est-ce qu'on ne va pas aller vers un consensus pour développer nos pays? Parce que qu'est-ce que les gens veulent? Donc, quelle alternative? Attendez, justement, c'est intéressant, quand vous posez la question, je vais regrouper tout ça. Ça veut dire que vous êtes pour un autre modèle de démocratie. On est pour un autre modèle, un modèle africain. Justement, c'est pour ça que mes camarades vous posent la question, ce serait lequel? On se connaît, l'Afrique c'est un village. L'Afrique c'est un village, on peut se parler. Parce qu'il y a trop d'égoïsme, les gens... et quand les gens viennent, c'est vrai, il y a des gens qui nous ont déçus, mais nous ne voulons pas incarner cette façon de faire la politique. Nous devons mettre en place des États stables, réformer la Constitution pour donner des rôles à un certain nombre d'institutions. Nous avons hérité des constitutions qui font que le président de la République, c'est un homme trop puissant. Il est trop puissant. Et on a copié la Constitution française, mais on ne peut pas copier une Constitution sans tenir compte de nos valeurs endogènes. Comment est-ce que nous avons toujours géré nos sociétés quand il y avait les Souyata qui étaient, tout le monde en parle, jusqu'à présent? Mais ce n'était pas des démocrates non plus, hein? On avait affaire à des royaumes. Oui, mais nous parlons de la gestion de la cité. Quelle est la façon
dont nous devons gérer nos cités, quelle est la façon dont nous devons désigner nos chefs. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre d'opposants, quand ils parviennent au pouvoir, quand ils voient le système, ils se rendent compte que le système les arrange. Et ils sont dans la conservation du pouvoir. Moi, je ne vous parle pas d'aller au pouvoir pour conserver le pouvoir. Même si vous échouez, vous allez rentrer dans l'histoire. Vous allez rentrer dans une histoire comme un bâtisseur. C'est ce que nous voulons incarner et la jeunesse panafricaine, nous ne devons pas rater ce rendez-vous. On va demander à Barry de vous poser une question. Allez-y, Barry. Alors, honorable, moi j'ai un faible généralement pour le panafricanisme, qui est une idéologie que j'ai rencontrée. Mais ma foi, aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me parler de panafricanisme. À la réalité, quand je lis ce que j'ai lu, je n'ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai lu et ce que je vois là, c'est un peu opposé. Donc vous, réellement, comment vous comptez fédérer tous ces États de l'Afrique autour d'un projet commun, alors, parce qu'on sait que la base principale du panafricanisme, c'est la fédération, selon ce que j'ai lu. Oui. Je ne sais pas si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, mais vous, en tant qu'homme politique, en tant que panafricain convaincu, comment, avec quel mécanisme vous allez réussir à atteindre ce projet-là? D'abord, nous voulons parler de 3 valeurs parce que nous aimons les trilogies. Il y a la vision. Il faut que celui qui dirige puisse incarner une certaine vision. Qu'il faut qu'il ait la volonté de changer les choses. On peut venir, on se rend compte que le système vous arrange. Vous avez l'armée, vous avez la constitution avec vous, vous avez la police, vous avez tout. Vous avez les hommes d'affaires que vous pouvez coincer et vous voulez rester longtemps pour votre clan. Donc il faut avoir la volonté de rentrer dans l'histoire, de faire un temps de partir, mais de véritablement changer ce qui ne va pas. Et troisième chose, c'est les valeurs. C'est au niveau de ces valeurs. Parce que si on arrive dans un sentiment de consensus national, se parler pour dire ça nous ne voulons pas, ça nous voulons. Donc celui qui monte, il sait qu'il doit faire la place aux autres et il sait qu'il doit respecter les autres. Et je suis pour une majorité tolérante et une minorité responsable. Une majorité tolérante, une minorité responsable. Ça c'est bien dit. Alors, maintenant, la construction des ensembles, nous ne voulons pas une fédération, nous ne pouvons pas aller à une fédération, il y a trop d'ego. Nous allons construire des ensembles au niveau sous-régional pour voir, nous, l'Afrique que nous voulons, le panafricanisme que nous voulons, ce n'est pas être anti-blanc, être activiste. Non mais si, Innocent Kadbara, votre ouvrage déjà même là. Non, cet ouvrage-là, je l'ai écrit avant celui-ci. Non, mais le titre, vous voulez quitter la francophonie pour aller dans le Commonwealth. Non, déjà vous-même, vous quittez un oppresseur, admettons, pour aller dans un autre. Qu'est-ce que vous voulez changer? Nous ne voulons pas changer de maître. Ben apparemment, c'est un peu ça que vous voulez faire. Non, nous ne voulons pas changer de maître. Vous quittez la francophonie pour le Commonwealth. C'est nous-mêmes, là, ce n'est pas personne. C'est réfléchir par nous-mêmes, nous développer par nous-mêmes, consommer par nous-mêmes. Pourquoi aller dans le Commonwealth? Alors, je voudrais qu'on puisse regarder un peu le titre. Commonwealth, parce que c'est des opportunités. Honorable, alors, vous avez dit le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Oui. Et on sait que certains pays francophones ont déjà fait le pas. Oui. Alors, comme on dit, on quitte... on n'est pas obligé de critiquer la francophonie pour aller dans le Commonwealth. Pourquoi rejoindre le Commonwealth? Nous sommes... Quelles sont les opportunités que le Commonwealth offre et que la francophonie n'offre pas? La francophonie, c'est une communauté des États qui parlent français, mais c'est beaucoup plus politique. Nous voulons faire du business, nous voulons faire de la culture, nous voulons que les scientifiques puissent aller faire... Vous avez combien de scientifiques dans la francophonie? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ne dites pas ça. Non, mais ce que je veux dire, nous qui avons hérité de la langue française, nous aimons les discours, nous aimons bien parler. Oui. Oui. Maintenant, nous voulons... Je ne dis pas que le Commonwealth, c'est parfait. Mais au moins, retenez que les États qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne sont beaucoup plus stables. Où on fait des élections, où il y a de l'alternance. Vous ne pouvez pas... Il y a eu le Sierra Leone, il y a eu la Sierra Leone, pardonnez-moi. Je ne refuse pas, mais copions ce qui est bon. Pourquoi est-ce que là-bas, il y a plus de stabilité? Pourquoi est-ce que là-bas, il y a un sentiment d'appartenance à une communauté, de destin, ce qu'on appelle une nation? Pourquoi est-ce que nous sommes si divisés dans les États francophones? Mais ça vient de quelque part. Il ne faut pas le nier. Mais ça viendrait donc de la francophonie? Nous avons renié nos valeurs. Nous avons tout pris, importé tout. Religion. Nous avons tout dénaturé. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas... C'est la même chose dans le Commonwealth. Je ne refuse pas, mais quand même, quand vous allez dans un pays anglophone, déjà à partir de l'aéroport, vous voyez que ces gens-là sont différents. Nous voulons vraiment ressembler aux Blancs. Nous voulons ressembler aux Blancs dans tout ce que nous faisons. Il faut que nous puissions être d'abord nous-mêmes. Il faut que nous puissions être nous-mêmes. Mais je n'ai pas encore répondu à sa question. Répondez à sa question, C'est des petits groupes que nous allons faire, mais nous, notre communauté que nous voulons, c'est quoi? C'est une communauté panafricaine scientifique, pour que nous puissions réapproprier notre histoire et pouvoir appliquer la bonne gouvernance. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas tirer contre la France, tirer contre la monnaie. Même sur la monnaie, vous serez étonnés
que je peux vous dire, on peut garder la monnaie, mais négocier des accords qui nous arrangent. Très bien. Nous, dans le panafricanisme que nous voulons, ce qui nous arrange, on garde. On n'est pas complexé. Oui. Ce qui nous arrange dans ce qu'eux-mêmes ils ont fait, nous on garde. D'accord, très bien. Permettons à Gérard de vous poser une question. Vous avez consigné, en tout cas, ce que vous aviez à dire dans cet ouvrage de 150 pages. Je veux juste lire un petit extrait, vous allez me dire ce qu'il en est. Dans son élection, le président de la République, François Hollande, décidait à l'occasion de son premier conseil des ministres de baisser d'environ un tiers son salaire et celui de ses ministres et de plafonner la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Comment, concrètement, vous, parce que là, c'est vrai que votre discours est vraiment très intéressant, comment vous comptez vous y prendre, vous, au cas où vous accédez au pouvoir? Oui, c'est le troisième pilier, c'est les valeurs. Il faut que nous puissions incarner une autre façon de faire la politique. Les gens ont fait la même chose, ça fait 60 ans, ça n'a pas marché. Nous ne pourrons pas continuer. Mais qu'est-ce que vous proposez comme valeur? Oui, mais c'est-à-dire que ce que vous appliquez, vous faites vous-même. Si vous êtes un fonctionnaire, vous êtes un politicien comme moi, si vous avez une maison, au pire des cas, si vous avez 2 maisons, c'est que vous êtes riche. Si vous continuez, si vous avez 3 maisons, vous avez des immeubles, il faut que vous puissiez expliquer d'où vous viennent ça. Ça, c'est un. Deuxième chose. Mais ça, c'est des choses qui se produisent déjà dans les États. Là, on parle de la bonne gouvernance et tout. Oui, mais les États, c'est non, c'est des lois, c'est des lois. Entre faire des lois, puisque moi, nous, on fait des lois. Hein, je suis député. Entre faire des lois et veiller à ce que ces lois-là soient appliquées, c'est 2 choses différentes. Il faut que les gens... Quel problème? Il faut qu'on ait la volonté. Il faut qu'on ait la volonté de traduire dans les actes. Pourquoi la volonté? Pourquoi cette volonté Notre problème, notre seul problème, c'est que nous voulons nous enrichir. Mais on ne sait pas pourquoi on veut le faire. Si vous êtes un fonctionnaire d'État, vous finissez avec une maison, vos enfants sont bien éduqués, sont dans les meilleures universités, vous avez réussi votre vie. Ce n'est pas aligner les maisons. Notre problème, c'est l'accumulation des richesses. En réalité, c'est ça notre problème. Si nous sortons de l'accumulation des richesses, allez dans les pays asiatiques. Vous voyez un enfant qui est en train de pleurer. Quand l'hymne national parle, il est au garde-vous d'abord. Il chante l'hymne, quand l'hymne finit, il continue à pleurer. Ses pleurs. Bon, voilà. Donc, quand vous voyez, quand vous voyez un jeune Africain, quand l'hymne chante... non, c'est pas très évident. C'est ça le problème. Élisée, vous avez une question. Oui, honorable, moi, je reviens encore sur ce que j'avais dit tout à l'heure. En fait, ce que vous dites là, c'est intéressant à entendre. Et rassurez-vous, on a vu des gens, on a reçu des gens sur ce plateau, et même on en a entendu déjà d'autres politiciens développer les mêmes argumentaires que vous, des années en arrière, et qui sont venus aux affaires, et on a vu ce qu'ils ont fait. C'est bien de dire qu'il nous faut des valeurs. Si vous dites qu'il nous faut des valeurs, c'est que les valeurs là manquent en réalité. Comment on permet aux populations d'acquérir ces valeurs, d'en faire siennes et de les mettre en application? Merci Élisée. C'était la question que je m'apprêtais. Et je vais compléter la question d'Élisée. Oui. Tout à l'heure, quand vous parliez dans votre argumentaire, vous avez dit dans certains villages, dans le fin fond de nos villages, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est qu'un programme ou qui y votent peut-être une ethnie sur la connaissance, ou sur le nom. Comment faire pour que nos populations africaines puissent comprendre les programmes, voter et dire non? Parce que même s'il y a un groupe que le peuple dit non, ben ça ne passera pas. Ça dépend du suffrage que nous voulons. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des grands électeurs dans un certain nombre de pays? Parce qu'on suppose que c'est ces gens qui peuvent lire un programme de société, le comprendre, pour dire on peut voir pour le président de la République faire un système à 2 niveaux. Par exemple. Mais pour les députés, puisque le gars il est là directement avec la population, aller au suffrage universel. On peut, tout ce que je veux dire, moi je n'ai pas la science infuse. Mais le problème on le pose pour que nos intellectuels puissent réfléchir. À quoi ça sert de donner le vote à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le vote? Il va voter pour un t-shirt, il va voter pour du riz, on va faire une promesse à son enfant de le recruter et il va voter. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Donc, pour répondre à votre question, si vous pouvez me rafraîchir un peu la mémoire, vous avez parlé... Élisée, il est dans les calculs. Je suis là. Oui, donc la question c'était... J'ai dû répondre d'abord à... Comme nous sommes des gentlemen. Je disais que tout à l'heure, vous avez parlé des valeurs. Oui, voilà. Comment ces valeurs, on les acquiert, on se l'approprie, et puis on les met en application. On les communique au peuple pour que le peuple s'en approprie, en fait. La formation civique. La formation civique n'est plus dans nos écoles? Dans nos écoles. Le drapeau, la nation, le respect de l'autorité de l'État. Et ça, il doit être obligatoire. En Côte d'Ivoire, ça existe. En Côte d'Ivoire, ça existe. Mais vous avez dit il doit. C'est ça. Mais pourquoi il ne l'est pas? Non, je veux dire que vous, de votre avis, il doit être obligatoire. Il doit être obligatoire. Voilà, c'est ça. Il doit être obligatoire. D'abord, on est citoyen d'un pays. C'est pas le cas au Togo? Si, dans un certain nombre de... C'est en train de revenir, mais il faut dire que la modernisation, un certain nombre de choses, les gens...
il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut qu'on sache d'abord qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pourrons pas. Quand vous allez en Asie, leur système de développement est basé sur les pays asiatiques. L'Afrique, c'est le seul continent qui est construit. Quand on prend les infrastructures, c'est les autres qui viennent construire. Vous ne pouvez pas trouver ça dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas trouver dans d'autres continents. Aucune entreprise africaine, plus elle soit puissante, ça peut être Dangote, ne peut pas aller construire une tour, par exemple, aux États-Unis ou en Asie, à Singapour. C'est les dragons ont fait, en fait, de favoriser, même si c'est une préférence nationale. Parce que vous ne pouvez pas permettre, c'est-à-dire que, et quand nous allons signer des traités, nous signons des fois ce qui ne nous arrange pas. Vous êtes sur une forme de repli ou bien vous voulez une meilleure collaboration entre les pays? Une meilleure collaboration, mais on se fait confiance nous-mêmes. Il faut qu'on sache qui nous sommes et il faut qu'on puisse faire lever des dragons. Actuellement, la puissance du Nigeria, c'est quoi? C'est quand Olusegun Obasanjo, quand il est élevé, il a élevé les champions. Il ne faut pas qu'on ait peur. Je serai, par exemple, le chef de l'État qui va même enrichir ses opposants. Pour que je n'ai pas un débat de cannibaux. Non. Parce que quand un opposant mange, il débat. Mais quand il ne mange pas, il est aigri. Mais comment on fait qu'il mange? On lui donne un peu d'argent sur le côté? Non, mais attendez, ça c'est intéressant. On lui donne un peu d'argent sur le côté, comment on fait qu'il mange? Non, mais attends, mais c'est aussi un opérateur économique. Ah, très bien. Ou bien c'est aussi un enseignant. On crée les conditions de son épanouissement. On crée les conditions de son épanouissement. Mais pourquoi nous ne voulons pas le faire? Pourquoi nous ne voulons pas le faire? Parce que peut-être qu'il sera demain, il va nous dépasser. Mais voilà, parce que c'est pour ça que nous sommes toujours à ce niveau. Mesdames, Messieurs, très chers auditeurs, téléspectateurs, vous nous regardez depuis le Togo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis tous les pays d'Afrique qui nous reçoivent. Sachez que Innocent Kagbara, à travers ses ouvrages, a envie d'impulser une nouvelle façon de construire l'Afrique, de construire l'indépendance économique et sociale, comme il le dit, de l'Afrique. Eh bien, pour connaître justement l'ensemble de ses idées, vous avez ses ouvrages. Et vous avez ici à Abidjan, pour vous qui êtes là, il va faire donc une opération de dédicace pour vous expliquer un peu tout ça. Ce sera donc très très bien. C'est quand à Abidjan l'opération? C'est le mercredi. Ce mercredi prochain. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, la Côte d'Ivoire, nous portons la Côte d'Ivoire dans le cœur. Et sincèrement, vous ne pouvez pas savoir ce que la Côte d'Ivoire représente pour l'ensemble de l'Afrique. Merci beaucoup. Génial. Vous nous faites du bien avec ces propos. Je rappelle que vous êtes Innocent Kagbara, député togolais et président du Parti démocratique panafricain. Merci beaucoup. Gérard, merci. Je t'en prie. Élisée. Non, juste dire que parce que ce qu'il a dit, comme la Côte d'Ivoire est vraiment quelque chose pour l'Afrique, on va passer au 8. Barry, bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir, on espère que le miracle aura lieu. Oui. André, on s'encourage. Le miracle ivoirien. On dit découragement n'est pas ivoirien. On s'encourage. Voilà. Écoutez, nous on s'encourage. André, il est touché. À demain. Dieu est grand.